Bien, nous allons débuter. Monsieur le Président, chers collègues, nous entendons ce matin Monsieur Xavier Piechalik, président du directoire de RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Je rappelle que la Commission a achevé hier soir l'examen du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Il n'y aura donc pas un second point à l'ordre du jour. Monsieur Xavier Piechalik, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre commission. La dernière fois que vous avez été auditionné, le 14 septembre 2022, vous nous aviez présenté la communication de RTE sur le passage de l'hiver 2022-2023 pour le réseau électrique. Quelques semaines plus tard, début janvier 2023, vous aviez convié une délégation de la Commission des affaires économiques à visiter votre centre national d'exploitation du système à Saint-Denis. On s'en souvient, à l'époque, l'indisponibilité d'une partie significative des réacteurs de notre parc nucléaire faisait craindre des difficultés sur l'approvisionnement électrique de nos citoyens et de nos entreprises. Au final, un hiver plutôt clément et des efforts prolongés de réduction des consommations ont permis de passer cette période sans réelle difficulté. Nous vous recevons aujourd'hui par un jour de grand froid. Ce sera donc une nouvelle occasion pour vous de faire le point sur les niveaux de consommation, sur les capacités de production et sur les échanges avec nos voisins européens. Cette audition nous permettra aussi de recueillir vos observations sur le ou les projets de loi relatifs à la souveraineté énergétique qui pourraient être examinés prochainement, en particulier sur ces dispositions programmatiques. Enfin, l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et l'électrification croissante des usages impliquent une restructuration massive du réseau électrique. Quel sera le coût total des travaux à mener et comment comptez-vous les financer? Monsieur le Président, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous allons faire cette audition, cette présentation, cette introduction, à deux voix avec Thomas Vérin, qui est à ma droite, qui est membre du directoire et en charge de l'économie, de la stratégie et des finances au sein d'RTE. Je vais essayer d'aller rapidement pour essayer de vous redécrire ce que nous avons produit ces derniers mois et ces dernières années pour orienter un certain nombre de politiques publiques. Je vous rappelle que les rôles de RTE, il y en a trois. Le premier, c'est d'être un gestionnaire d'infrastructures qui maintient et qui développe une grosse infrastructure industrielle, presque 300 000 pylônes, 105 000 km de lignes électriques aérienne, 6 000 km de câbles souterrains. Notre deuxième rôle, c'est de piloter et d'optimiser le système électrique. Nous sommes aussi connus pour ça. C'est dans ce contexte-là que nous sommes amenés à nous prononcer sur la sécurité d'approvisionnement. C'est à ce titre-là que nous avons développé notre application EcoWatt. Et enfin, notre troisième rôle, c'est de mettre notre expertise, notamment notre expertise économique, à la disposition des décideurs, donc vous. C'est dans ce cadre que nous avons produit notre étude Futur énergétique 2050 et que nous avons produit une mise à jour pour la première période de ce chemin vers la neutralité carbone, notre bilan prévisionnel qui nous projette à 2035, qui est le document le plus récent et qui est à votre disposition à l'entrée de la salle sous format papier. Il est disponible en ligne pour ceux qui le souhaitent. Voilà, monsieur va distribuer les exemplaires aux députés qui ne l'auraient pas pris. Alors, je vais vous rejalonner très rapidement les dernières années. En fin 2021 et en février 2022, nous avons publié Futur énergétique 2050. C'était la première étude qui se projetait pour le système électrique en 2050, qui est le moment de la neutralité carbone. C'est la première fois qu'on intégrait des scénarios du GIEC, de dérive du climat sur la plaque européenne notamment, et nous en avons tiré un certain nombre de conclusions. Et c'est la première fois qu'on mettait en œuvre un dispositif inédit de concertation qui a duré 2 ans avec l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'énergie. Le but, c'était bien de dessiner des chemins possibles de consommation et de production d'électricité d'ici 2050. Le but, c'était bien de décrire ce monde dans lequel il faut sortir des 63% d'énergie fossile que la France consomme aujourd'hui. Et c'est finalement l'histoire de cette bascule essentiellement vers
l'électricité. Vous savez, je le rappelle souvent, hein, l'électricité aujourd'hui en consommation d'énergie finale pour la France, ce n'est que 25%. On rentre dans un monde dans lequel la consommation d'électricité devra être plus importante si nous voulons nous décarboner. Et c'est bien de cette priorité absolue de sortir des fossiles via notamment l'électrification dont nous parlons. Alors, en 2021-2022, on avait produit 3 grands scénarios de consommation, un scénario de référence, un scénario dit de sobriété et un scénario que nous avions appelé réindustrialisation profonde. C'est plutôt dans ce monde-là qu'on se situe aujourd'hui, j'y reviendrai. Et en face de ces scénarios de consommation, nous avions proposé à la fois au débat et aux décideurs publics 6 scénarios de production d'électricité pour 2050, 3 qui tendaient vers 100% renouvelable, 3 qui comportaient du nouveau nucléaire. C'est cette option qui a été retenue par le président de la République lors de son discours de Belfort. Et c'est d'ailleurs ces options qui ont été confirmées dans la succession de textes, notamment ceux que vous avez vus passer jusqu'à présent sur l'accélération des énergies renouvelables, mais aussi sur le développement du nucléaire il y a quelques mois. Alors, nous avons actualisé cette étude très récemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont bougé. Le premier, c'est que le Fit for 55 a été confirmé par les institutions européennes au tout début 2022. Alors, nous avions anticipé cette obligation de réduire nos gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. C'est la raison pour laquelle, dans Futur Énergétique, on concluait qu'il y avait urgence. Mais donc, effectivement, ça s'est confirmé. Donc, c'est désormais une trajectoire qui nous engage et qui est, il ne faut pas se cacher, très ambitieuse parce qu'il nous reste maintenant 6 ans. Il y a un deuxième paramètre qui est apparu, c'est des questions liées au conflit en Ukraine et la question de la souveraineté, finalement, accélérée à laquelle la France aspire, souveraineté en matière donc d'accès à l'énergie, donc au gaz et au pétrole d'une part, mais aussi souveraineté en matière d'industrie. Pour revenir à notre question de souveraineté en matière d'énergie, je vous rappelle que la facture de pétrole et de gaz fossile de la France, c'est de l'ordre de 50 milliards d'euros par an dans des années dites normales. C'est une moyenne. En 2022, la facture de la France a été de 120 milliards d'euros pour acheter du pétrole et du gaz aux pays qui les produisent, aux opérateurs et aux pays qui les produisent. C'est bien de se redonner ces ordres de grandeur. Alors, nous avions dit que pour que la France sorte des fossiles et se décarbone, nous avions donc insisté sur cette électrification massive importante. Nous étions projetés dans une hausse de la consommation. Et si aujourd'hui, on se projette à 2035, qui va être une échéance politique conforme au texte qui arrive sur le bureau de l'Assemblée, on se projette dans une hausse de la consommation d'électricité de plus 30%. Si nous voulons nous décarboner, je reviendrai sur cet aspect de méthode. Donc on se projette dans notre scénario de référence pour tenir nos engagements du Fit for 55 et de souveraineté à plus de 600 TWh de consommation nationale en 2035. Consommer plus, c'est produire plus. C'est la raison pour laquelle nous avons dessiné des chemins possibles de production de cette électricité dont la France aurait besoin d'ici 2035 si nous voulons tenir ces engagements. Des objectifs de production d'énergie renouvelable dont il faut que nous accélérions le développement, des hypothèses de disponibilité du parc nucléaire installé, puisque d'ici 2035, la France n'est pas en mesure de construire des nouveaux réacteurs, donc il faut faire avec notre capacité à la fois de développement des énergies renouvelables d'un côté et la disponibilité du parc nucléaire de l'autre.
mais aussi jouer du côté de la consommation, jouer sur le pilier de la sobriété et jouer sur le pilier de l'efficacité énergétique. Et c'est ces 4 leviers qu'il faut activer d'ici 2035. Selon nous, si nous voulons tenir nos trajectoires et nos engagements, il faut que nous jouions sur ces 4 leviers. En même temps, il reste des marges de manœuvre possibles, mais il n'est plus possible d'oublier un des leviers au risque de ne pas être au rendez-vous et aux promesses que nous nous sommes fixées. Bien évidemment, toujours conformément à nos principes, nous avons mis sur la table plusieurs scénarios. Il y a toujours un scénario de référence qui, lui, est compatible avec les engagements publics et politiques de la France et qui, notamment, nous permettrait de tenir notre objectif du Fit for 55 et qui nous mettrait, d'ailleurs, sur la bonne trajectoire pour que la France soit neutre en carbone en 2050. Mais nous avons aussi, et vous le verrez dans le document qui est sur votre table, testé un certain nombre de scénarios dégradés, des scénarios dans lesquels la France serait en retard, soit par le fait qu'elle ne s'électrifie pas suffisamment vite du côté de la consommation, soit qu'elle ne développerait pas son parc d'ENR, qui est finalement le seul levier de nouvelle production dont nous disposons d'ici 2035. Et nous avons aussi projeté un monde dans lequel nous posons l'hypothèse d'une mondialisation contrariée pérenne, c'est-à-dire un monde dans lequel le contexte économique que nous connaissons aujourd'hui se prolonge pour tester les impacts de ces conditions macroéconomiques sur notre trajectoire de neutralité carbone et bien évidemment sur ce jalon si important de 2030 et de 2035 qui sera l'échéance de la PPE qui vient. Voilà. Je regarde la montre. Je vous ai parlé des 4 leviers, je vous ai parlé de la production. Je veux insister sur le fait que tout ne se jouera pas dans la production. Il est vrai que la nature technologique de ces moyens de production font l'objet de débats politiques fournis. La transition énergétique, ce sera, via cette électrification, ce sera aussi donc une question de réseau. On a toujours considéré que les réseaux étaient une forme d'intendance et que l'intendance suivrait. Ce n'est plus le cas. Nous sommes dans un monde où, dès lors que les consommations d'électricité croissent de manière considérable, comme on le voit déjà dans des grandes zones industrielles, comme un Dunkerque et un Fos, à travers des industriels qui se décarbonent ou des prospects industriels qui veulent venir y consommer de l'électricité. Et quand en face, notre parc de production change, eh bien entre cette consommation et cette production, il y a les réseaux. Et je veux attirer votre attention sur le fait que le poste des réseaux, que ce soit le réseau de transport que je représente ou les réseaux de distribution, devront faire l'objet d'investissements absolument massifs pour que la France soit sur cette trajectoire d'électrification, à la fois pour l'échéance de la PPE, mais aussi sur la bonne trajectoire de 2050. Je vais finir avec un point de méthode avant de passer la parole à Thomas Vérinck, parce qu'on parle souvent de la nature des documents que nous produisons, et notamment de ce que nous disons sur les trajectoires de consommation. Je veux vous rappeler ce que j'ai déjà dit publiquement à la commission d'enquête souveraineté, dont Antoine Armand, qui est devant moi, était le rapporteur. Dans les années 2000-2010, RTE faisait des analyses prévisionnelles, c'est-à-dire qu'il projetait un certain nombre de paramètres de politique publique dans les années qui viennent pour voir la manière dont les trajectoires de consommation pouvaient se déformer. À l'époque, les travaux de RTE n'avaient pas vocation à éclairer les décisions publiques en amont, ils étaient plutôt réalisés a posteriori pour mesurer finalement les conséquences des décisions publiques. Depuis Futur Énergétique, cette logique a changé, puisque aujourd'hui nous produisons des analyses
prospectif qui vise à éclairer les pouvoirs publics, j'insiste et je pèse mes mots, sur les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs sur lesquels la France s'est engagée, et ce, en amont des décisions. C'est la raison pour laquelle nous avons publié Futur énergétique 2050 dans ces temps-là, et c'est la raison pour laquelle nous avons publié le bilan prévisionnel 2035 qui est sur votre table, en amont du débat parlementaire qui vient sur les questions de programmation d'énergie et de climat. J'insiste, nous étudions bien les chemins possibles et donc les efforts nécessaires pour atteindre un but précis, celui de la neutralité carbone en 2050, mais aussi ce jalon de 2030-2035. On ne fait jamais ça dans une bulle. Nous faisons toujours des très longues concertations avec l'ensemble des parties prenantes et de manière complètement transparente. Objectivement, si nous ne le faisions pas, vous seriez fondé à nous le reprocher. Et donc, je voulais vous redire notre implication dans ces concertations. Voilà, j'ai déjà parlé 3 minutes de trop. Je laisse la parole à Thomas Vérinck pour compléter mon propos. Et puis après, bien évidemment, nous serons à votre disposition pour l'ensemble de vos questions. Thomas. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Xavier Piéchazic l'a dit, notre travail sur les trajectoires vise à évaluer comment sortir progressivement des fossiles dans un contexte macroéconomique qui est plus compliqué, plus adverse, donc en nous préparant à certaines situations défavorables. On a examiné les 2 cibles qui ont été mentionnées, la neutralité carbone en 2050, 2035, passer d'une part des fossiles dans notre consommation totale de 60 à 30%, donc le diviser par 2. Et on a testé pour ça beaucoup de mix, beaucoup de climat, beaucoup de structures de consommation. De tout ça, on peut tirer, au-delà des scénarios, un certain nombre de résultats techniques, un socle de résultats techniques qui sont très cohérents avec ceux d'autres organisations, comme l'Agence internationale de l'énergie, et une liste de défis et de moyens d'y faire face. Pour les résultats techniques, j'en retiendrai 3. Sur la consommation d'électricité, effectivement, elle a baissé au cours des dernières années, ce qui était prévisible, puisqu'en 2010, l'effort engagé sur le climat et sur la réindustrialisation n'était pas très poussé, tandis que sur l'efficacité énergétique, il y avait déjà beaucoup de progrès qui se diffusaient dans la structure de la consommation. À l'avenir, cette consommation, elle va augmenter, ça on en est certain, si on engage l'effort sur le climat et la réindustrialisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore 1000 TWh de consommation d'énergie fossile en France. Si une partie de ces 1000 TWh se reporte sur l'électricité, même si on tient compte du fait que l'électricité, les usages électriques sont efficaces d'un point de vue énergétique, une voiture électrique, c'est 3 fois moins de consommation qu'une voiture thermique en énergie finale, pareil pour une pompe à chaleur par rapport à une chaudière, même si on tient compte de ça, même si on rénove bien nos logements et même si on bascule vers un modèle plus sobre de sobriété, ces 1000 TWh d'énergie fossile, s'ils se transfèrent en partie vers l'électricité, ils vont conduire à une augmentation de la consommation. Donc, il n'y a pas de doute sur le sens de l'évolution. Par contre, il y a un débat légitime sur l'ampleur, il y a un débat légitime sur le calendrier. Donc nous, notre scénario de référence, c'est plus 30%. Mais cela dit, on en a dans des scénarios d'atteinte entre 20 et 35%. Et puis, on a aussi d'autres scénarios avec des trajectoires qui vont plus lentement et qui surtout se déclenchent plus tard. Deuxième chose, sur la composition du mix électrique. Durablement du nucléaire et du renouvelable, avec une part croissante des renouvelables, simplement par effet mathématique, les renouvelables peuvent se développer dans les prochaines années plus rapidement que le nucléaire, donc leur part proportionnelle augmente. Il n'y a pas de scénario où on atteint nos objectifs sans développer les renouvelables, parce que dans ce cas, on ne peut pas électrifier assez vite. Il n'y a pas de scénario où on atteint nos cibles 2030 en fermant beaucoup de réacteurs nucléaires, parce que dans ce cas, qui peuvent encore fonctionner, parce que dans ce cas, on dégrade nos émissions de CO2, et ça c'est également dit clairement dans nos rapports. Donc le bilan, c'est le suivant. Au cours des prochaines années, prolonger une centrale nucléaire, mettre en service une éolienne ou un panneau solaire, c'est réduire l'utilisation du gaz ou du pétrole. Et vu d'où on part en matière de fossiles, avec les 60%, non pas dans l'électricité mais dans l'énergie, il n'y a pas de cannibalisation entre nucléaire et renouvelable, ou alors de manière extrêmement marginale. Troisièmement, nos analyses établissent la compétitivité de la prolongation des réacteurs existants, mais également des renouvelables matures, l'éolien terrestre, l'éolien
marin posé et le solaire. Si la stratégie française combine au cours des prochaines années ces éléments, la compétitivité coût de l'énergie est forte. Pour les défis, on en a identifié 4 types. Le premier de nature industrielle. Le rythme de la transformation européenne dans le système est inédit, au moins depuis les années 70-80, voire plus. Pour le chiffrage, en matière d'investissement, on est sur un triplement par rapport aux investissements des années 2010 dans le système électrique. C'est vrai dans la production, c'est vrai aussi en ordre de grandeur dans les réseaux. C'est un grand programme d'équipement en infrastructure bas carbone qu'on va décider maintenant, qui vont être en service en 2050, pour certaines d'entre elles en 2100. Donc on doit concevoir d'emblée comme adapté au changement climatique, et c'est pour ça qu'on a utilisé des scénarios du GIEC. C'est un programme d'équipement qui va aussi saturer notre appareil productif européen et français. Il va donc falloir investir dans de nouvelles capacités, des pompes à chaleur, des panneaux solaires, du nucléaire, des câbles électriques. On a l'opportunité de réaliser une partie de cet effort en France. Nos analyses permettent de voir combien ça coûte de le faire en France, combien ça rapporte sur le temps long. Donc pour y arriver, il y a un point clair, une programmation pérenne qui adresse un bon signal à ces investisseurs pour qu'ils prennent les décisions d'investissement dans l'appareil productif. Second défi de nature économique, sur la base des analyses que nous avons réalisées, c'est bien l'objectif 2030 qui apparaît particulièrement ambitieux. L'effort nécessaire qui avait été identifié dans le rapport Pisani-Ferry-Mafous, c'était environ 2 points de PIB par an. En plus, ce chiffre est un peu probablement sous-évalué par rapport à l'objectif 2030, si on veut atteindre tous les objectifs. Ça pose une question de moyens et donc de financement. Cette question du financement, elle est posée pour tous les moyens. Nucléaire, renouvelable, réseau, efficacité énergétique, ce ne sont que des industries de coût fixe. On avait bien vu dans les futurs énergétiques 2050, augmenter de 3% le coût de financement sur toute la durée, sur 30-40 ans, ça augmente de 30% le coût du système électrique. Donc c'est un paramètre essentiel. Ce défi sur le financement, il ne doit pas cacher qu'on a la certitude que le mix français est compétitif par rapport aux autres pays européens, compétitif au niveau des coûts. Sur la question des prix, nous soutenons les efforts engagés pour réviser l'architecture de marché à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, réformes qui doivent permettre aux consommateurs de bénéficier des caractéristiques du mix français sur ses coûts et sa performance décarbonée, 93% décarbonée, et qui doivent permettre de financer les investissements très importants pour assurer la pérennité du mix de production et celle des réseaux. Troisième défi sociétal. Alors, tous ces scénarios décrivent des transformations qui concernent à la fois les modes de production de l'électricité, la façon de la transporter, la façon dont on le consomme. On a analysé, chiffré l'empreinte territoriale de ces différents scénarios. Et nous savons que le système bas carbone a une empreinte sur le territoire qui est plus forte parce qu'il remplace un système fossile de production et d'extraction qui n'est pas en France, qui est dans les pays producteurs. Donc forcément, il y a plus d'infrastructures et elles sont plus visibles. On a fait tester les hypothèses de ces scénarios sur un panel représentatif de 13 000 Français qui ne sont pas dans nos concertations, d'où ce dispositif. Avant et après la crise énergétique, ça montre une adhésion de principe, ça montre également un fort besoin d'accompagnement des ménages et la prégnance des enjeux économiques de la question du coût des solutions bas carbone. Ce que nous avons voulu faire donc dans les différents scénarios, et c'est pour ça que ces rapports sont également volumineux, c'est de tester différents rythmes dans l'habitat, sur la rénovation, sur le changement des solutions de chauffage, dans la mobilité, sur le nombre de véhicules électriques par exemple, ou sur le développement des transports collectifs, et de manière générale sur le rapport de la société à la sobriété. Donc vous avez, pour faire les choix, beaucoup de variantes différentes dans ces scénarios. Quatrième et dernier défi de nature technique. Quels que soient les choix que seront amenés à faire la représentation nationale et le gouvernement, RTE devra gérer en temps réel l'équilibre du système pour assurer l'alimentation du pays et donc le faire fonctionner en pratique. Alors, premier point, un mix nucléaire plus renouvelable sans fossiles, ça a du sens sur le plan climatique et économique, mais ça implique une certaine complexité technique. Cette complexité, on sait la gérer sous conditions. Du point de vue technique, le nucléaire, comme le renouvelable, et je parle là de l'éolien ou du solaire, sont des énergies dont il faut maximiser la production dès lors qu'elles sont disponibles. Elles n'ont pas spécifiquement le profil pour répondre à des besoins très ponctuels. Dans un système électrique qui va être dépourvu de moyens fossiles, il va être parfois nécessaire de demander à ces sources de production d'adapter leur production. Ça va être vrai pour les renouvelables, qui vont devoir porter, je le dis clairement,
une charge plus importante en matière de modulation dans les années qui viennent. Même droit et même devoir que les autres types de production. C'est vrai aussi pour le nucléaire, qui le fait déjà, qui module déjà, qui devra continuer à le faire, pas plus qu'avant en module, mais pas forcément au même moment et pas forcément sur le même profil. Deuxième conséquence, il faudra des flexibilités. En France, on peut en envisager de 3 types. Des installations hydrauliques nouvelles, de type STEP. Deuxièmement, des centrales thermiques qui utiliseraient des combustibles décarbonés, gaz vert, biomasse solide ou liquide, si c'est en petite quantité, parce qu'on a une question de gisement biomasse, et combinaison de batteries ou de modularité de la consommation pour la placer sans gêner l'utilisateur, un peu comme ce qui a été fait pour les chauffe-eau électriques dans les années 80. Voilà. On peut tout à fait envisager ça pour l'hydrogène ou pour la recharge de voitures électriques. Pour y parvenir, nous avons détaillé dans le bilan prévisionnel les bases d'un plan flexibilité avec un triptyque, les matériels à déployer, les incitations économiques et le contrôle des résultats par le gestionnaire de réseau pour nous assurer régulièrement que cela fonctionne et que cela rend le service en matière de flexibilité. Enfin, et dernière chose pour conclure mon propos, cette équipe revêt une dimension européenne claire. L'interconnexion du système, elle offre aujourd'hui à chaque pays un haut degré de résilience qui permet de tirer un bon parti de la complémentarité des mix. Cette interconnexion en 2022-2023, elle était très utile. Elle a parfaitement rempli son rôle. On a pu importer pour la première fois depuis très longtemps, lorsque notre parc nucléaire subissait la crise de la corrosion, lorsque la production hydraulique française était la plus faible depuis 1976, c'était le cas de 2022. Et puis depuis, nous réexportons, voire nous réexportons beaucoup et régulièrement, puisque retour à meilleure fortune sur le nucléaire, renouvelable et baisse de la consommation d'électricité, donc grande capacité d'export. À l'avenir, nos voisins vont déployer en même temps le même type de stratégie, avec de l'éolien et du solaire. Il y a donc davantage de modes communs. Ça veut dire qu'il faut continuer à développer les interconnexions, mais pas compter uniquement sur les interconnexions pour les besoins de flexibilité, d'où l'importance du plan de flexibilité que j'ai mentionné et qui est décrit en pratique et de manière assez technique dans notre bilan prévisionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé liminaire. Je vous propose de passer aux orateurs des groupes qui sont inscrits. On va commencer tout de suite. Donc vous connaissez le principe, c'est 4 minutes par orateur de groupe et on laisse au sein de ces 4 minutes au moins 1 minute de réponse pour vous. Et donc soit les orateurs peuvent décider de faire des questions-réponses très courtes pendant 4 minutes avec vous, soit ils font un gros propos qui peut aller jusqu'à 3 minutes et ensuite ils vous laissent 1 minute de réponse. On commence tout de suite avec le groupe Renaissance et c'est Antoine Armand qui porte la parole du groupe. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Piechazzik, Monsieur Vérinck pour ces propos introductifs d'une grande précision et j'en profite à nouveau pour saluer la qualité des travaux. Vous l'avez rappelé à l'instant de prospective, de scénarisation et d'une grande technicité qui, à ma connaissance, sont uniques en Europe et qui seraient d'ailleurs très nécessaires d'être menées dans les autres pays européens pour que nous ayons une vision intégrée de nos politiques et que nous puissions au niveau européen aussi prendre des décisions cohérentes et efficaces. Je voudrais saluer notamment l'actualisation, ce que M. Vérinck a évoqué tout à l'heure, disant qu'RTE s'est mis, à la demande d'ailleurs des pouvoirs publics, à faire de la prospective et plus seulement de la prévision. Dans les années 2010-2015, RTE prévoyait, en prolongeant la courbe, une consommation d'électricité en France entre 450 et 500 TWh. Les estimations que vous faites pour 2030 aujourd'hui sont plutôt entre 550 et 650 TWh et ça matérialise le mur énergétique que nous avons vu avec mes collègues de la commission d'enquête. Ça implique d'ailleurs, et je crois que ce sont les travaux que vous menez en ce moment, de travailler sur la sécurité d'approvisionnement, sur les critères qui sont regardés par RTE pour éviter les situations comme celle de l'année passée et être capable d'imaginer les conséquences d'une crise multifactorielle, corrosion sous contrainte, invasion de l'Ukraine, tension sur les prix des énergies fossiles. Et d'ailleurs, ce sont ces nouvelles prévisions, ce sont les futurs énergétiques qui vous ont conduit à insister sur la nécessité des 4 piliers que vous avez cités. Et donc de sortir de certaines postures en fond assez factices d'un point de vue énergétique, de ne pas opposer la production d'un côté et la sobriété, de ne pas faire comme si la sobriété était un cache-misère parce qu'on n'était pas capable de produire davantage, parce que nous avons besoin des deux. Et puis bien sûr, évidemment, de ne pas opposer les énergies renouvelables que nous pouvons installer dès aujourd'hui, dès demain, et l'énergie nucléaire dont nous aurons besoin pour la pilotabilité du système et pour les raisons économiques que vos scénarios expliquent très bien et qui montrent que les scénarios sans aucun nucléaire font
face à des défis de pilotabilité et de défis économiques absolument gigantesques. Pour y parvenir, donc, nous aurons besoin de décliner ces piliers. Je crois que c'est l'objet de la loi de souveraineté énergétique et de programmation qui doivent être présentés prochainement devant notre Assemblée. Et nous y serons évidemment très attentifs dans cette commission. Et puis, bien sûr, cela requiert un cadre de marché. Un cadre de marché qui prenne en compte la nécessité de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs français, de soutenir la compétitivité des entreprises, mais aussi, et j'en terminerai par là parce que c'est un des objets de vos travaux, de permettre à des filières industrielles européennes, qu'elles soient renouvelables ou nucléaires, de continuer à émerger puisque ce sera un des gages de notre souveraineté. Et donc, sur ces projets de loi, la majorité sera pleinement mobilisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Armand. Est-ce que vous souhaitez réagir 1 minute? Merci, monsieur le député. Une précision sur les 4 leviers. De manière théorique, nous pourrions décider de construire beaucoup de moyens de production supplémentaires sans jamais prononcer le mot sobriété, ni même d'efficacité. Mais bien évidemment, si on veut s'électrifier rapidement, et c'est le but, ce serait beaucoup plus difficile parce que ça voudrait dire beaucoup d'installations de production supplémentaires. Et ce double levier de sobriété et d'efficacité sont bien là pour créer une forme d'équilibre et aussi d'équilibre territorial sur ces nouveaux moyens de production qu'il faut construire et ces nouvelles lignes aériennes et notre capacité à être raisonnable sur notre consommation. Deuxième remarque, bien évidemment, il faut qu'on parle de sobriété en termes de chasse au gaspillage. Il est important que l'utilisation de l'électricité ne soit pas dissuasive, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les voies et moyens de proposer aux Françaises et aux Français une forme de société de confort pour que la bascule des fossiles vers l'électricité ne soit pas synonyme de ni privation, ni de pénurie. C'est bien le point. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Rassemblement National et c'est Jean-Philippe Tanguy qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, vous avez dit que vous aviez un rôle d'éclairage du débat public. Moi, évidemment, le groupe Rassemblement National conteste cette analyse. Vous avez en réalité un rôle, et je le regrette, d'enfumage des décideurs publics et des Français que vous avez illustré lors des dernières élections. Vous êtes à la tête d'un très beau service public, d'un très beau monopole naturel, qui effectivement produit des documents et des analyses techniques qui sont de très grande qualité. Mais l'arbitrage politique que vous faites en tant que dirigeant de RTE n'a rien à voir avec ces techniques. Il y a la noblesse de la technocratie, c'est-à-dire servir le pouvoir par la science et par le savoir. Et il y a visiblement la trahison de la technos pour le pouvoir. Et c'est ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, RTE, depuis maintenant 20 ans, valide des scénarios qui n'ont aucun sens. Vous avez, par une espèce de galipette, justifié le fait qu'RTE avait raconté absolument n'importe quoi pendant des années aux Français pour justifier l'absence d'investissement dans notre système électrique. Le fait que non, vous aviez justifié a posteriori des décisions publiques. Ce n'est pas la vérité. Et les décisions, les analyses d'RTE à l'époque irriguaient déjà le débat public français. De la même manière, le bilan pour 2050 que vous avez proposé à la présidentielle était non pas dans les briques, le détail très complet dont le Rassemblement national s'est servi pour faire son programme, mais les arbitrages que vous avez rendus étaient mensongers. La prévision, par exemple, de nécessité de production électrique était mensongère. Le Rassemblement national, avec le détail d'RTE, avait fait la bonne prévision, celle que vous avez actualisée après l'élection présidentielle. Or, pendant l'élection présidentielle, vous êtes intervenus, vous ou vos experts, pour dire que Marine Le Pen mentait alors qu'elle disait la vérité et que Emmanuel Macron et Mme Pannier-Runacher avaient raison alors qu'ils mentaient. De la même manière, et maintenant on est en train de se rendre compte de ce mensonge, la filière soi-disant nucléaire qui, dans votre rapport 2050, prétendait ne pas pouvoir faire plus de 14 réacteurs nucléaires. Maintenant, on voit des acteurs depuis 18 mois de la filière prendre enfin la parole pour dire que c'était faux. Dans Le Point, l'article de Mme Wössner avait montré que c'était faux avec le témoignage d'un tout petit artisan du nucléaire, à savoir le PDG d'EDF. Vous avez menti en prenant part à ce débat public en expliquant que la filière, que vous n'avez jamais détaillée dans votre rapport RTE, n'était pas capable de produire plus de 14 réacteurs nucléaires. C'était un mensonge. Et maintenant, les acteurs de la filière disent qu'il faut faire 20 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire le programme de Marine Le Pen. Et plus loin encore, Mme Pannier-Runacher, avant de quitter son ministère, a sous-entendu qu'effectivement, il fallait faire plus de 14 réacteurs nucléaires. Donc moi, je suis désolé, on ne peut plus supporter d'entendre des auditions doctement où des personnes qui devraient servir tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance politique, tous les partis politiques, tous les parlementaires, venir nous exposer doctement des scénarios qui, soi-disant, sont inattaquables, qui sont en fait mensongers
et qui cherche à tromper non seulement les parlementaires, mais les Français, avec des décisions extrêmement graves, puisqu'après RTE n'a rien d'autre à inventer, et une fois plus à rentrer dans le débat public, en lançant des alertes pour que les Français mettent des doudounes et soient priés de payer chèrement et par leur privation les erreurs des Français. Ma question est simple. Non, dans les mensonges que vous avez donnés, il y avait la nécessité de l'électricité pour produire en France. Comment réindustrialiser en France avec vos scénarios? Ce n'est pas possible. Monsieur Tanguy, quand on pose une question, il faut essayer de laisser notre orateur répondre. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Pourquoi j'arrêterai le chrono? Non, mais j'ai bien noté que Monsieur Tanguy avait bouffé 10 secondes. Comme vous avez dit, je vais les rattraper après. Donc maintenant, même, voilà, vous avez au moins une minute. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le député, merci de votre interpellation et je vais vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Vous avez utilisé le mot valider, nous ne validons rien, nous faisons des études, le pouvoir politique dispose et c'est très noble comme ça, on en est très, très satisfait. La deuxième remarque, vous avez pointé effectivement ces trajectoires de consommation des années qui ont été produites à la fin des années 2000, autour de 2010. Monsieur le député, à cette époque, RTE faisait des projections, c'est vrai, et non pas de la prospective, et j'insiste. À cette époque, pour 10 ans, donc RTE a projeté des trajectoires de consommation stables. Elles ont rétrospectivement été stables. Troisième élément, les 14 EPR que nous avons figurés dans nos scénarios du futur énergétique 2050 viennent de la filière industrielle. Il y a des écrits, ils sont en ligne sur notre site internet. Tout ça est à la disposition du public. Monsieur le député, vous allez pouvoir vous y référer. Je finirai par vous remercier des compliments que vous avez transmis à ce beau service public que j'ai l'honneur de présider, mais dont je ne suis que locataire. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe La France Insoumise. C'est Maxime Lenné qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Si on peut... voilà. Allez, on avance. On avance. Monsieur Lenné, vous avez la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci. Si Monsieur Tanguy veut bien laisser parler les autres groupes, merci. Merci, Monsieur le Président Pieszczak, avec votre collègue Thomas Véran, que vous avez bien posé les enjeux et les défis qui étaient devant nous. Du coup, maintenant, j'aimerais vous interroger peut-être sur votre avis sur ce qui est contenu, par exemple, dans le projet de loi sur la souveraineté énergétique, qui, j'imagine, vous avez commencé à regarder. D'abord parce que j'ai 4 points. D'abord parce qu'on n'a pas une vraie loi de programmation énergie-climat. Ça a changé de nom, mais ça a changé de nom parce que ça a changé de contenu finalement. D'abord, on n'a rien sur les énergies renouvelables. Il n'y a plus d'objectifs. On s'en remet intégralement à la main invisible du marché. Donc ça correspond à la loi qui avait été adoptée l'an dernier. Est-ce que ça vous semble raisonnable et crédible pour électrifier et décarboner dans les temps impartis, d'ici 2035, d'ici 2050, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure? Est-ce que ça va vous permettre de planifier, vous, le développement du réseau de RTE, puisqu'il va falloir sans doute installer de nouveaux postes sources avec Enedis et sur ce point, je m'arrête là. Deuxième point, c'est sur le nucléaire. À l'inverse, on a un texte qui fait encore le choix. On nous avait dit, Agnès Pannier-Runacher, à l'époque ministre de la Transition énergétique, nous avait dit ni plancher ni plafond, et on se retrouve avec un plancher et pas de plafond. 63 gigawatts de nucléaire minimum. Est-ce que la Macronie n'est pas en train d'inventer un 7e scénario, finalement, pas très crédible, parce qu'effectivement, personne dans la filière nucléaire ne pense qu'on va pouvoir construire 6 plus 8 plus je ne sais pas combien de PR2 supplémentaires. Et sur la question des SMR, puisque c'est une autre des lubies macronistes, il y en aurait partout, y compris dans des sites Céveso. Est-ce que là aussi, ça vous permet de planifier? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une espèce d'anarchie, puisque là aussi, on va passer par des contrats de gré à gré, des PPA entre des producteurs et des consommateurs? Comment est-ce que vous allez vous débrouiller avec ça? Troisième sujet, sur la sobriété, vous avez dit qu'il ne fallait pas courir le risque d'oublier un des leviers parmi les 4 que vous avez présentés. Dans cette loi de souveraineté énergétique, on a la disparition des objectifs d'effacement. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens ou pas? Et dernier sujet, c'est une loi qui s'appelle de souveraineté énergétique, mais dans sa négociation EDF et le gouvernement,
a prévu que l'opérateur historique puisse négocier des contrats de gré à gré, y compris avec des acheteurs étrangers. En fait, si c'est des entreprises étrangères qui achètent l'électricité produite sur le territoire, est-ce qu'on est vraiment toujours dans le cadre de la souveraineté? Et surtout pour vous, est-ce que ça va être facile de gérer l'équilibre entre la production et la consommation à l'échelle nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette ambition en 1 minute. Alors, pardon de survoler votre interpellation. Oui, pour piloter le système électrique et pour planifier les investissements réseau, nous avons besoin d'indications, de volume à la fois de nucléaire et d'énergie renouvelable. Ça peut figurer dans la loi, ça peut figurer dans un décret, ça peut figurer, comme ça figure aujourd'hui, dans un projet de PPE. Et de notre point de vue, nous confirmons les ordres de grandeur et les volumes de rythme de développement des énergies renouvelables que nous avons mis sur la table et qui est sur votre table d'ici 2035, et après l'ordre de grandeur des EPR. Sur le SMR, nous avions dans nos scénarios de futur énergétique dessiné une capacité de SMR possible. C'est vrai que ce serait des installations de production supplémentaires à raccorder. C'est planifiable dès lors que les pouvoirs publics fixent un certain nombre d'ordres de grandeur, mais comme le PR, le SMR en exploitation civile n'est pas programmé avant 2035. À ma connaissance, sobriété, juste me référer à ce qu'a dit Thomas Vérin tout à l'heure, nous avons besoin de flexibilité, y compris de consommation, nous l'avons écrit, c'est dans le document qui est sous vos yeux, donc vous trouverez les éléments de réponse dedans. Quant à la souveraineté, je veux réinsister sur le fait que l'absence de souveraineté aujourd'hui de la France, c'est de dépendre à 63% de l'énergie qu'elle consomme de pays qui produisent le pétrole et le gaz fossiles. C'est le problème de souveraineté numéro 1 et il est bien supérieur à la question de savoir si dans un monde très électrifié, nous multiplierons les échanges avec nos pays voisins, nos échanges d'électricité. Donc moi, je veux plutôt attirer l'attention sur les difficultés d'approvisionnement des produits fossiles. Les interconnexions, elles nous permettent aussi de la solidarité entre pays et de piloter le système électrique. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, l'orateur est Julien Dive. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre présence ce matin, cette audition, et puis merci pour le bilan que vous venez de nous fixer. Vous venez de nous donner, pardon. Je note que vous indiquez l'horizon 2035, et d'ailleurs vous avez plusieurs fois insisté sur cet horizon 2035. Pour autant, je note que la France s'est fixé comme objectif, en regard des recommandations de l'Union européenne, l'horizon 2030. Faut-il en déduire que 2030 est inatteignable selon vous, ou au contraire, donnez-nous les moyens d'y atteindre, d'y arriver? Dans le contexte que nous connaissons, pic de consommation que nous sommes en train de passer sans encombre, avec un coût énergétique qui est toujours assez élevé pour les particuliers et aussi pour les acteurs industriels, j'avais un certain nombre de questions à vous poser. La première, avec la récente réforme du marché européen d'électricité qui vise à réduire la volatilité du prix de l'électricité et à promouvoir des accords d'achat d'énergie à long terme, comment prévoyez-vous d'adapter la stratégie de RTE et les opérations pour se conforter à ces changements? La réforme du marché de l'électricité permet à la France de subventionner la prolongation de la durée de vie de ses réacteurs nucléaires existants, avec certaines restrictions pour éviter des avantages déloyaux pour son industrie. Comment RTE envisage-t-il de naviguer dans ces nouvelles directives de subvention? Quel impact cela aura-t-il sur les futurs projets de RTE et notamment sur le marché énergétique français? Et enfin, question à laquelle j'attends votre réponse, quelle est votre stratégie pour la gestion massive de l'intermittence? C'est-à-dire, peut-on savoir quelle est la part d'importation indésirée venue d'Allemagne à production carbonée qui nous contraint aujourd'hui à ralentir nos moyens de production? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président. 2030, monsieur le député, c'est le jalon du Fit for 55, c'est l'engagement de la France. Nous avons fait le choix de publier un rapport qui se projette jusqu'à 2035 parce que c'est très facile de se projeter à 2030 et après de dire il ne se passe plus rien, on ne regarde plus. Donc nous, on a fait le choix méthodologique de couper la période qui nous sépare de la neutralité carbone en deux, entre aujourd'hui et 2035.
et puis entre 2035 et 2050. Si on part de 2020, ça fait 15 ans, voilà. Et ça nous permet de regarder ce qui se passe en 2030. 2030, c'est pas RTE qui l'a choisi. RTE, c'est l'engagement de la France et c'est l'engagement communautaire. Nous, on vous propose de se projeter un peu plus loin. Donc c'est vrai qu'on parle de dates sur la réforme du marché européen. Il y a des conséquences pour la société anonyme RTE parce que changer les principes de marché, changer les prix de l'électricité, ça a donc un impact sur les pertes que nous achetons et que nous finançons et qui sont compensées par le tarif. Après, les impacts de l'électrification des usages et de l'accroissement des moyens de production, ça a donc un impact clair sur nous. C'est que c'est énormément d'investissements dans les années qui viennent pour le raccordement des énergies renouvelables nouvelles, pour le raccordement des EPR nouveaux, peut-être demain pour le raccordement des SMR, pour le raccordement de la décarbonation des industriels. On investit d'ores et déjà entre 1,5 et 2 milliards d'euros à Dunkerque, à Fos et au Havre pour raccorder les industriels qui viennent. Donc, le principal impact économique sur notre appareil industriel à nous, c'est l'électrification massive du côté de la consommation, du côté de la production. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les deux, il y a du réseau. Oui, nous sommes capables de gérer de la variabilité, de l'intermittence. Thomas Vérin l'a dit tout à l'heure. Il faut des flexibilités supplémentaires et on ne l'a jamais caché. Nous l'avons écrit et nous sommes même capables de le quantifier. Des flexibilités en plus, c'est du stockage et c'est de la modalité, c'est la modulation de consommation. Nous l'avons chiffré dans le rapport qui est sous vos yeux. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe démocrate et c'est Philippe Bolo qui porte la parole de son groupe. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président du directoire de RTE, merci pour vos propos également, Monsieur Vérinck, et toutes les informations que vous nous apportez. Je voudrais revenir, moi, sur le rôle de RTE en matière de pilotage du système électrique, en revenant notamment sur 2 points, EcoWatt et les réseaux. S'agissant d'EcoWatt, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de son utilisation ? Combien d'utilisateurs se sont inscrits? Quel est leur profil? Est-ce que c'est plutôt des particuliers ou des professionnels? Est-ce qu'ils couvrent tout le territoire national ou des régions ont-elles eu une attractivité plus forte vis-à-vis de l'outil? Ensuite, en termes de nombre d'alertes et de notifications, quelle est la diffusion que vous avez pu faire via EcoWatt? Même si je sais que les données sont disponibles, je ne suis pas prêté à l'exercice de faire l'exploitation de ces données moi-même. Mais ça, je tiens à vous féliciter de ce point de vue-là d'avoir rendu les données disponibles. Et puis, est-ce que vous avez fait une évaluation des effets d'EcoWatt dans une logique d'analyse pour éclairer les décisions, comme vous le dites, c'est-à-dire que d'un outil de prévention, de gestion du risque, est-ce qu'on peut en faire un outil de pilotage de la sobriété vis-à-vis des consommateurs ou des industriels? Toujours s'agissant d'EcoWatt, quel est l'avenir de cet outil? Est-ce que vous allez maintenir le service sur le long terme alors qu'on est dans un contexte plus favorable avec une adéquation meilleure entre les consommations et la production? Et puis vous avez, je sais, introduit un nouveau critère, un critère CO2, pour définir des alertes non pas par rapport à la pénurie, mais par rapport au profil carbone de la production électrique. Est-ce que vous allez regarder, est-ce que si c'est de nature à influencer l'utilisation de l'outil, puisqu'on passe d'une approche de pilotage climat par rapport à une approche de pilotage par la rupture de fourniture? Ça, c'était sur EcoWatt. Maintenant, sur les réseaux, je voudrais revenir sur le CAS Facé. Pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas ce dispositif, il s'agit d'un compte d'affectation spéciale au budget de l'État pour le financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale. Alors évidemment, vous pourriez me dire que je devrais davantage cibler et adresser la question à Enedis, le distributeur, plutôt qu'à vous, transporteur. Mais c'est un sujet important car il concerne la ruralité et donc la transition énergétique et électrique de tous les territoires. Et ma question est très simple. Que pensez-vous de l'actualisation à la hausse des crédits du compte d'affectation spéciale Facé, qui tourne actuellement autour de 370-380 millions d'euros? Il s'agirait, en l'augmentant, de tenir compte des nouveaux enjeux de production et de consommation. Je fais notamment référence à l'injection des énergies renouvelables sur le réseau de distribution ou à l'extension des bornes de recharge des véhicules électriques. Et puis ça permettrait aussi d'actualiser les coûts de travaux. Et si oui, si vous êtes favorable à cette augmentation, quelle serait selon vous la valeur cible à atteindre?
Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je vous prie de m'excuser, monsieur le député, je ne pourrai pas vous répondre sur le compte d'affectation spéciale. C'est une stricte question de distribution. Ce n'est pas dans la compétence du réseau de transport d'électricité. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Sur EcoWatt, pour en faire un bilan rapide, plus de 3 millions d'euros de téléchargement de l'application. 71% de notoriété, c'est-à-dire 70% des Français connaissent l'outil. Voilà pour le bilan pour les ménages. 400 grandes collectivités et 400 grandes entreprises qui sont partenaires. Voilà. L'effet d'EcoWatt, c'est pas que l'effet d'EcoWatt, c'est l'effet aussi des campagnes de communication. L'hiver dernier, l'énorme majorité des Français a baissé ses consommations d'énergie pour des questions de pouvoir d'achat, mais 30% d'entre eux l'ont baissé aussi pour des questions de gestes citoyens. Oui, nous avons l'ambition de maintenir cet outil EcoWatt et nous l'avons enrichi d'une indication des heures décarbonées pour dire aux Français ou aux entreprises les heures de la journée pendant lesquelles, lorsqu'ils consomment de l'électricité, cette électricité est 100% décarbonée et 100% produite en France. J'insiste, l'application EcoWatt, désormais, vous indique les périodes où vous pouvez consommer de l'électricité produite en France, mais aussi qui n'émet rien. Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, je vous propose de passer à Marie-Noëlle Battistel. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour votre intervention et vos travaux de qualité qui sont toujours pour nous des outils importants d'aide à la décision, qui doivent être régulièrement adaptés, comme vous l'avez fait récemment après le conflit en Ukraine et l'indisponibilité du parc nucléaire, mais aussi adaptés au contexte de multiplication et d'intensification des événements climatiques avec des températures toujours plus extrêmes et des risques d'inondation plus fréquents. Donc des enjeux multiples, des investissements lourds à engager dans un contexte d'électrification massif. Donc vous l'avez dit, la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement d'un mix équilibré sont indispensables à la réussite du maintien de notre système électrique. Mais comment faire, comment prévoir avec une absence de loi de programmation énergétique, avec un texte souveraineté qui fait sauter les paliers à 2030, qui pour nous sont extrêmement importants. Vous avez d'ailleurs cité vous-même à plusieurs reprises vos prévisions à 2035 et ça nous rassure que ce palier chez vous résiste et qu'il soit toujours dans les objectifs, avec un article 16 aussi sur l'hydroélectricité qui demande au Parlement de légiférer par ordonnance, qui n'est donc pas abouti et qui ne permet pas d'engager rapidement le développement des STEP pourtant nécessaires, les augmentations de puissance des ouvrages hydroélectriques et qui sont évidemment indispensables à l'équilibre de notre système électrique. Donc, je vous souhaite d'avoir beaucoup de visibilité vous-même pour pouvoir prévoir tout ça avec aussi peu d'éléments. Pouvez-vous, je vais vous poser deux questions très précises. Pouvez-vous nous faire un point sur l'avancée de l'application des mesures de la loi ENR sur la facilitation du raccordement au réseau des nouvelles capacités installées, et notamment sur l'éolien en mer? Et avez-vous une visibilité sur l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux, alors que la remontée des taxes qui va faire augmenter le prix de l'électricité de 10% est aujourd'hui décriée? Merci. J'ai été courte pour avoir laissé beaucoup de temps à la réponse. Félicitations. Monsieur. Eh bien, parfait. Un bon 2 minutes, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, Monsieur le Président. Premier bilan de la loi d'accélération des ENR, honnêtement, c'est difficile parce que ça reste assez récent. Il y a beaucoup de déclinaisons réglementaires qui sont en cours ou qui viennent d'être prises. Donc, c'est difficile d'en faire un bilan. Vous dire toutefois que et là je vais parler de la consommation, l'accélération des procédures pour la décarbonation des zones industrielles. J'en ai parlé tout à l'heure. Fos, Dunkerque, Le Havre fonctionne bien. Ça nous permet d'accélérer. Ça nous permettra d'être au rendez-vous des grosses capacités que nous demandent les industriels avant 2030. Il y a eu beaucoup de changements de procédures techniques qui, notamment sur le droit de priorité de ceux qui veulent se raccorder au réseau de transport, qui nous seront
d'une grande utilité. Honnêtement, donc aujourd'hui, c'est difficile d'en faire un bilan parce que les textes réglementaires viennent d'être pris et il en reste quelques-uns qui restent à prendre. Sur la question du tarif, je vous ai dit tout à l'heure que le réseau de transport d'électricité serait confronté à des investissements massifs, notamment pour le raccordement des champs d'éoliennes offshore, puisque vous savez que la loi a prévu que c'est RTE qui était en charge de ces raccordements et donc de son financement. Et lorsque vous projetez en 2035-2040, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité haute tension va être discuté et donc approuvé par la CRE à la fin de cette année 2024. Il vaudra pour 4 ans. Et bien évidemment, il faut qu'il soit une première marche de ce monde dans lequel le réseau de transport d'électricité aura beaucoup d'investissements à faire, beaucoup d'investissements à couvrir. Enfin, je veux quand même rappeler que le coût du transport d'électricité dans la facture finale d'électricité des Français, c'est entre 8 et 10%, donc ce n'est pas structurant, mais il est vrai que nous allons avoir à couvrir plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement d'ici 2040 pour tout ce que j'ai dit, le raccordement de la production, le raccordement des consommateurs, le renforcement structurant du réseau entre les consommateurs et les producteurs. Pardon, Monsieur le Président, j'ai encore été trop long. Pas de souci. Merci beaucoup. Pour le groupe Horizon, Xavier Albertini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour la clarté de vos propos et en particulier pour le rappel des 4 piliers dans votre présentation. Vous avez annoncé un investissement il y a encore quelques instants de plusieurs dizaines de milliards d'euros. On parle de 100 milliards d'euros à l'horizon 2040 pour renforcer et développer le réseau de transport d'électricité. C'est à la fois une somme colossale, une conséquence logique de la volonté politique d'assurer la souveraineté énergétique de la France. Il s'agit naturellement de privilégier le mix énergétique que vous avez rappelé, décarboné, nucléaire, renouvelable, en sortant notamment et totalement des énergies fossiles. Il s'agit aussi de répondre à la demande croissante d'électricité de la part des industriels. Vous avez à plusieurs reprises rappelé Fos ou Dunkerque. Et aussi pour les particuliers, le remplacement des véhicules thermiques par des voitures électriques à partir de 2035, étant un changement culturel et un défi pour les énergéticiens, dont RTE. On annonce notamment la création de nouvelles superstructures comme la ligne à très haute tension en PACA et le nouveau poste électrique. À ce titre, j'ai une interrogation qui vient en parallèle de toute la présentation que vous avez pu faire ce matin, qui entre aussi dans le champ de la montée en réseau et en charge du réseau électrique. Outre la création de nouvelles lignes, de nouveaux postes électriques pour transporter l'électricité, produite principalement par des nouveaux EPR, je m'interroge sur les moyens mis en œuvre pour réduire la perte d'électricité entre 2 points. On sait que des phénomènes physiques en fonction des conditions météorologiques, par exemple, de la distance parcourue, génèrent une perte allant jusqu'à 15% de l'électricité transportée. De manière logique, plus on produit d'électricité, plus on en transporte, plus on en perd. Et au-delà de ce syllogisme, c'est aussi de l'argent de perdu pour RTE, puisque depuis la loi de 2010, vous avez l'obligation de compenser la perte entre 2 points. Ma question est donc simple. Dans la stratégie développée par RTE pour 2040, existe-t-il un programme de recherche en développement pour réduire ce type de perte ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Vous avez raison d'évoquer cet ordre de grandeur des 100 milliards d'euros. Notre plan stratégique réseau, il se projette à 2040. On va essayer d'aller encore plus loin. L'ordre de grandeur qu'avait donné Madame Pannier-Runacher est le bon. Nos documents ne sont pas finis. Notre concertation n'a même pas commencé. Donc, on est dans un monde d'ici 2040 entre 80, 90 et 110 milliards d'euros. Je ne sais pas encore. Je ne voudrais pas que vous ressortiez de cette salle en se disant que le réseau de transport d'électricité a besoin de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Nous n'en sommes pas encore là. Il faudra de toute façon beaucoup de moyens pour renouveler ce réseau qui a son âge, gagner en résilience parce que le changement climatique a un impact sur la déformation des lignes. Je vous l'ai dit, raccorder à la fois de la consommation et de la production. Sur la production, l'offshore occupera une grosse part de ces dépenses. Et enfin, renforcer structurellement les colonnes vertébrales en France du transport d'électricité. Les pertes, c'est environ 2% de l'électricité qui transite sur le réseau de transport en France. Plus on transporte à haute tension, moins on peut le faire plus on peut le faire sur de longues distances, moins il y a de pertes. Et donc,
ça va avec le fait que, et ça fait bien longtemps que ce n'est pas arrivé, la France doit renforcer, se reposer la question de son architecture de transport à 400 000 volts, et c'est de ça dont on part. La minimisation des pertes fait partie des objectifs managériaux de l'entreprise. Nous sommes même incités par la Commission de régulation de l'énergie à les minimiser avec des incitations financières. Donc les pertes sont au centre aussi de nos préoccupations financières. Et enfin, oui, on travaille sur des matériaux conducteurs qui permettent de minimiser, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le monde de la supraconduction où on pourrait se projeter dans un monde sans perte. L'effet Joule, lorsqu'on transporte de l'électricité par du métal, reste un élément incontournable de notre métier. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste, ce sera Julie Lernos qui portera la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Piedjazic, Monsieur Vérinck. Vos travaux, pourtant utiles, ont été largement décriés par les lobbies pro-nucléaires et nous en avons une illustration dans cette commission, et notamment le Rassemblement national. J'ai en mémoire, effectivement, l'audition auquel vous avez fait référence lors de la commission d'enquête sur l'indépendance et la souveraineté énergétique. Votre grief, semble-t-il, avoir établi un scénario 100% énergie renouvelable et démontrer qu'il était possible, dire qu'il fallait résolument baisser la consommation et peut-être aussi afficher qu'un un scénario 100% nucléaire n'était, lui, pas possible. Je voulais à mon tour vous remercier pour l'exigence et l'importance des travaux pour guider nos trajectoires énergétiques si le gouvernement prend bien la peine de fonder sa stratégie sur un débat démocratique et en s'appuyant sur les éléments scientifiques et techniques. Nous venons d'apprendre en tant que membre du CNTE que la loi de souveraineté énergétique, qui était déjà très faible, qui supprimait notamment les objectifs en matière de production d'énergie renouvelable, ce titre 1 vient d'être supprimé de la loi. Nous n'aurons donc visiblement aucune loi de programmation même énergétique, puisque de climat, il n'était plus question. Aussi, la première question pourrait être de savoir si ne plus avoir de loi fixant notre mix énergétique, plus de débat démocratique sur les trajectoires souhaitables et possibles dans notre pays, et notamment le fait que les énergies renouvelables soient définitivement reléguées au second plan. Je fais état aussi de la lettre ouverte qui a été envoyée par Jules Nyssen à cet effet. Ne vous alerte-t-il pas sur la faisabilité des scénarios que vous avez décrits? Vous l'avez dit, vous l'avez répété en introduction, sans s'appuyer sur les 4 piliers et notamment le développement des énergies renouvelables et atteindre les objectifs fixés au niveau européen, nous n'atteindrons pas et nous ne bouclerons pas le scénario, pas d'un point de vue climatique, mais pas plus d'un point de vue de sécurité d'approvisionnement énergétique. Je prolonge la question sur le complément du nucléaire et des énergies renouvelables, puisqu'on a visiblement changé de fusil d'épaule pour aller sur « il faut du nucléaire et des énergies renouvelables » à « il faut uniquement des énergies renouvelables si on en a besoin en complément du nucléaire ». En tout cas, tel est le sens de ce qui nous a été expliqué à travers l'examen en CNTE donc, de ce projet de loi. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ? Enfin, le gouvernement compte étendre les dispositifs de complément de rémunération nucléaire des aides qui étaient jusque-là destinées exclusivement aux ENR. Ce choix n'aura-t-il pas des conséquences également sur le développement des ENR ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne comprends pas pourquoi nos travaux sont déclinés par les partisans du nucléaire, parce que je pense qu'on peut être partisan du nucléaire et des ENR. Et en fait, c'est RTE qui a mis sur la table ces scénarios N2 et N3 qui prévoyaient 14 EPR2 d'ici 2050. C'est RTE qui a mis sur la table 4 gigawatts de SMR d'ici 2050. Donc, je vais vous le dire publiquement, je ne comprends pas pourquoi nos
scénarios qui comportent du nouveau nucléaire sont décriés, surtout que c'est ceux qui ont été retenus par le président de la République à Belfort. Nous avons toujours dit qu'une trajectoire qui tendait vers 100% renouvelable était très difficile, mais mettre en service, coupler au réseau, faire produire à pleine puissance 14 EPR2, a fortiori 4 gigawatts de SMR et prolonger des centrales au-delà de 60 ans, tel que le décrit notre scénario N3, c'est aussi un défi industriel, il faut se le dire, parce que 2050, c'est demain matin. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on soit décrié par les uns et par les autres. Nous avons toujours fait des documents qui sont équilibrés. Il n'en reste pas moins que ces volumes-là, c'est nous qui les avons mis sur la table. Sur les volumes d'énergie renouvelable, nous maintenons les résultats qui figurent dans le document qui est sous vos yeux. Et je le redis différemment, si la France veut se décarboner et être au rendez-vous de ses engagements politiques, alors oui, d'ici 2035, il faut faire beaucoup d'énergie renouvelable. Nous avons chiffré les rythmes. Après, il y a un choix national qui peut être de ne pas faire cette trajectoire et de ne pas être au rendez-vous de 2030 et de 2035. Mais ça, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment la responsabilité du Parlement et pas la Merci nôtre. beaucoup. Je vous propose de passer au groupe GDR et c'est le président André Chassaigne qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais rappeler la position historique des communistes, personne n'en doute, contrairement à ceux qui ont tergiversé, qui ont eu des politiques à géométrie variable. Nous avons toujours affirmé notre volonté d'avoir dans ce pays un service public de l'énergie unifié, production, transport, distribution, service public dans lequel, bien évidemment, RTE a toute sa place. Et nous sommes toujours opposés au dépeçage des entreprises, des industries électriques et gazières. Je tenais à le rappeler. Ensuite, en lisant le bilan provisionnel, on voit bien que, en définitive, vous agissez. Moi, je ne critique pas du tout tout le travail que vous faites, bien au contraire. Hein, bien au contraire. Mais c'est le résultat, tout ça, de politique énergétique catastrophique depuis des décennies dans ce pays, avec notamment des inepties qui consistaient à dire on peut abandonner le nucléaire. Certains même disaient on peut remplacer par l'énergie marine, par la géothermie. On a tout entendu, des choix de volonté de dépeçage, des équilibres politiques où on faisait qu'il fallait abandonner notamment une centrale en condition pour pouvoir intégrer dans un gouvernement tel ou tel ministre. J'en passe par rapport à ça. Le résultat des courses aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas encore réglée dans la durée et qu'il faut mettre en œuvre des plans notamment qui sont des plans en cas de défaillance, de situation météorologique catastrophique, en cas de capacité insuffisante, avec de la flexibilité. Alors ma question d'abord, est-ce que dans tout ce que vous mettez en place, vous êtes en mesure de dire que le critère de 3 heures de défaillance stipulé par le Code de l'énergie pourra être aujourd'hui respecté, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les plans de flexibilité qui pouvaient être engagés, notamment avec des délestages. Je sais qu'il y a des expérimentations qui vont être faites, c'est le cas dans le département du Puy-de-Dôme d'ailleurs, pour affronter des situations qui pourront être des situations difficiles. Deuxième question, c'est sur la question de l'équilibre entre l'offre et la demande. On voit bien que le mix énergétique aujourd'hui implique, notamment en termes de mutualisation des moyens de production, une distribution qui doit s'organiser différemment, puisque le solaire et l'éolien est peu disponible durant les pointes hivernales et pics de consommation. Je pense que ça aussi, ça demande une adaptation du réseau et en termes de mutualisation. Certains parlaient même il y a quelques années de régionaliser tout ça pour envoyer tout ce qui a pu être dit comme ineptie sur ces problèmes-là. Et ensuite, sur les capacités d'interconnexion. Vous interrogez sur ce qu'il existe aujourd'hui au niveau européen, parce qu'il faut effectivement qu'on ait une approche européenne. Qu'en est-il notamment du développement des nouvelles liaisons avec des États comme l'Angleterre, comme l'Italie, quelles sont les relations entre les gestionnaires de réseaux de transport européens, les GRT, et une question précise, où on en est sur le solde net des échanges transfrontaliers d'électricité, notamment liés à notre capacité d'exportation. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Donc RTE met à disposition de la représentation nationale ses expertises économiques, mais RTE ne fait pas la politique énergétique de la France. La politique énergétique de la France, elle a historiquement été faite par les exécutifs et par le Parlement. Et demain, ce sera encore vous. Voilà. Alors moi, je veux bien me faire en irlandais, monsieur le député. Mais la politique énergétique de la France n'est pas faite par RTE. Nous la documentons et nous permettons le débat, notamment ici. Pour être précis sur votre question, est-ce que le critère de sécurité d'approvisionnement des 3 heures est remis en cause ou est-ce que les mondes que nous projetons d'ici 2035, puisqu'aujourd'hui on parle de cette échéance-là, non, ce n'est pas remis en cause. On peut piloter un système électrique. Et d'ailleurs, toutes les études que nous faisons, 2050 ou 2035, respectent tout le critère de sécurité d'approvisionnement, puisque nous modélisons le système à chaque heure pendant de nombreuses années pour vérifier que tout ce que nous faisons respecte ce critère-là. Donc, par définition, ce que nous produisons, ça respecte le critère de sécurité d'appro. Après, dans un monde plus électrique, y aura-t-il plus de pointes? La réponse est oui, mais ça peut être compensé par d'autres mécanismes, comme les modulations de consommation, comme l'effacement, comme aussi la rénovation thermique. Et pour finir, je suis désolé, Monsieur le Président, est-ce que les relations entre les GRT sont bonnes? La réponse est oui. Y a-t-il des projets d'interconnexion avec nos voisins? Oui, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec UK, avec l'Espagne. Et nous avons montré que c'était la moins chère des flexibilités. Et comme l'ensemble de ces investissements se retrouvent dans la facture des Français, c'était important que vous l'ayez en tête. Merci beaucoup. On termine avec le groupe Lyot et c'est Jean-Louis Bricou qui porte la parole du groupe. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller très vite. Évidemment, tout a été dit sur l'équilibre difficile en termes de temporalité qui est incertaine, bien sûr, pour résoudre une équation qui est extrêmement difficile entre les enjeux de sobriété qui peuvent être liés à l'usage, à l'investissement nécessaire effectivement pour basculer ces usages et se passer des énergies fossiles, et puis les enjeux qui sont liés à la production d'énergie, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable. Moi, je pose quelques interrogations sur l'électrification justement des usages et son impact sur le réseau électrique. On a tout de même là aussi un niveau d'incertitude sur les dispositifs qui sont liés au basculement justement de ces usages. Je pense par exemple au parc automobile. On voit bien que les acteurs dénoncent souvent un manque de stabilité, de visibilité, de maturité des dispositifs pour faire évoluer ces usages et de visibilité technique aussi, technologique en tous les cas. Donc voilà, je posais la question sur comment vous comptez faire pour moderniser le réseau, quel coût et quel impact peut-être sur les métiers, et a-t-on la manœuvre nécessaire? Et puis une dernière question subsidiaire, je voulais savoir et connaître surtout votre engagement en termes de protection de votre réseau pour faire face quelquefois aux aléas climatiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez raison de dire qu'il y a des grandes incertitudes sur l'électrification des usages. Ça dépend des politiques publiques qui sont mises en place. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons plusieurs trajectoires de consommation. On ne dit pas qu'on détient la vérité. On est bien toujours dans le raisonnement. Si la France, elle veut se décarboner, alors il faut qu'elle s'électrifie. Après, donc, elle s'électrifiera au rythme du comportement des consommateurs et au rythme des politiques publiques qu'on met en place. Mais vous avez raison de dire qu'il y a des incertitudes fondamentales sur un certain nombre de postes d'électrification, dont la question de la mobilité. À votre question, que faisons-nous sur le réseau? Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons à le moderniser, à le réhabiliter, parce qu'une partie de ce réseau a été construit juste après la guerre, et donc il vieillit, mais nous avons aussi à le développer, à reconstruire une sorte de colonne vertébrale à 400 000 volts pour transporter tous ces volumes d'énergie, ce qui ne sera pas sans poser des questions d'acceptabilité, mais donc il faut avoir en tête que cette électrification, ça veut dire plus d'infrastructures de production, mais aussi de transport d'énergie sur le territoire national, et c'est la contrepartie de la souveraineté
si nous voulons être souverains, il y aura plus d'infrastructures d'énergie sur le territoire. Ça posera des problèmes d'acceptabilité. Ce n'est pas une France défigurée, mais nous devons entendre que la contrepartie de cette souveraineté, c'est bien une infrastructure énergétique qui sera plus présente. C'est à nous de l'insérer au mieux. Enfin, nous sommes très attentifs sur le réseau de transport d'électricité à l'impact des bulles de chaud, puisque pour le transport d'électricité, c'est les fortes canicules qui pourraient porter le plus préjudice à nos équipements et notamment à nos câbles qui se dilatent avec la chaleur de l'énergie qui les traverse, mais aussi avec l'impact de la météo et le cas échéant de l'absence de vent. Dans le plan stratégique réseau que nous publierons à la mi-2024, ce paramètre résilience sera bien évidemment pris en compte parce qu'on travaille sur ces questions depuis de nombreuses années. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions individuelles et j'ai à ce stade noté Nicole Lepay, René Pilato, Francis Dubois, Stéphane Vogetta, André Villiers, Dominique Potier, Jean-Pierre Vigier, Raphaël Schellenberger. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Très bien, on va vous noter et on commence tout de suite par Nicole Lepay pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Dans un premier temps, je voulais commencer mon propos en remerciant l'ensemble des équipes de RTE et Enedis pour leur travail remarquable pendant et après la tempête Ciarán dans l'Ouest. Dans votre scénario de référence étude, donc futur énergétique 2050, vous mélangez le photovoltaïque sur toiture et le photovoltaïque massifié en plein champ. Même si la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable s'attache dans son article 54 à encadrer le développement de l'agrivoltaïsme, l'acceptabilité des champs de panneaux photovoltaïques reste à terme peu probable. On remarque en effet que l'acceptabilité dépend de la taille du parc. Ainsi, plus le parc est petit et plus le taux d'acceptabilité est élevé. Toutefois, plus les installations sont petites et plus elles sont chères et peu rentables pour l'exploitant. Aussi, que devrions-nous faire pour rendre ces petits parcs rentables et raccordés au réseau sans que le coût de raccordement soit exorbitant? Avez-vous pris en compte ce constat afin d'élaborer votre scénario de référence? Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Maisonnet. Oui, merci. Monsieur le Président, vous nous dites que les travaux de Réseau de la France devraient coûter aux alentours des 100 milliards d'euros d'ici 2045, tandis qu'une facture de la même envergure pourrait concerner aussi Enedis. La multiplication des points de production d'électricité et le développement des énergies intermittentes vont en effet donc entraîner une profonde mutation de notre réseau électrique, alors même que le temps de raccordement des différentes installations peut parfois prendre plusieurs années. Alors que le gouvernement est sur le point de lancer la construction de plusieurs centrales nucléaires, mais hésite toujours quant à l'ampleur de ce projet, ma question est donc la suivante. Est-ce que ces coûts de raccordement avoisinant les 100 milliards d'euros que vous avancez pourraient être moins élevés en cas de relance et de développement massif du nucléaire dans les prochaines décennies? Merci, Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué une augmentation de consommation d'électricité de 30%, et ça me surprend. Ne pensez-vous pas qu'un aménagement du territoire digne de ce nom permettrait d'une part de minimiser les flux, donc les pertes dont on a parlé tout à l'heure, deuxièmement, pour faciliter la flexibilité, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une transition pour la souveraineté en 2037 qui développerait l'hydrogène et qui permettrait de pallier à l'intermittence du solaire et de l'éolien? Enfin, pour terminer, j'aimerais aussi un avis sur votre vision de l'aménagement du territoire qui, pour 2037, permettrait de faire des économies dans tous ces raccordements. Merci. Merci, Monsieur Dubois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre étude Futur énergétique 2050 fait ressortir une augmentation drastique des consommations de 36% à l'horizon 2035. Il est donc impératif de relancer la production par le nucléaire, mais pour répondre à l'échéance 2035, le recours aux ENR mobilisables sur un temps plus court est indispensable. En octobre dernier, devant les sénateurs et dans votre rapport,
Vous affirmez que l'enjeu des ENR repose sur le photovoltaïque et l'éolien. Pourquoi occulter le développement de l'hydroélectricité alors que le suréquipement du parc hydroélectrique part des steppes, notamment sur la vallée de la Dordogne en Corrèze, territoire encore riche en eau en pluviométrie, permettrait un potentiel de production intéressant, avec l'avantage pour RTE de réseaux déjà en place ne nécessitant qu'un renforcement, au contraire de l'éolien et du photovoltaïque, où tout est à construire, réseau compris, sans oublier les conflits avec les populations locales. Pourquoi ce manque de volonté sur l'hydroélectricité? Identifiez-vous des peurs ou des dogmes politiques? Certains lobbies sont-ils si puissants à affronter? Je vous remercie de votre réponse. Merci beaucoup. Monsieur Vogetta. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, bravo pour cette étude. J'ai lu le rapport avec intérêt, notamment le chapitre 19 sur la production d'hydrogène bas carbone, un domaine qui me passionne en particulier, puisque député des Français d'Espagne, j'ai été impliqué dans les conversations autour de la construction de 2 infrastructures d'interconnexion énergétique, l'hydrogénoduc H2Med entre Barcelone et Marseille, et la construction actuelle de l'interconnexion électrique du golfe de Gascogne. J'ai donc une double question. D'abord, quel est le degré d'avancement et les difficultés techniques auxquelles s'affronte la construction de ce dernier, la connexion électrique au sein du golfe de Gascogne, et plus important encore, est-ce qu'à long terme, ne considérez-vous pas que le décalage entre les moments de pic de production et de pic de consommation électrique pourrait être géré éventuellement par la capacité de l'hydrogène bas carbone de jouer le rôle de réserve et de stockage de l'électricité excédente pour permettre sa consommation au moment des heures de pointe? Merci. Merci. Monsieur Villiers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai 2 sujets, l'hydroélectricité et le réseau de transport. S'agissant du premier, le mauvais sort qui a été fait aux propriétaires de moulins au regard du rétablissement du fil de l'eau a rayé de la carte les microcentrales présentes sur nos rivières depuis des lustres. Peut-on imaginer un retour en arrière? Et le renouvellement des concessions hydroélectriques est un sujet récurrent. Je rappelle que la production hydraulique représente 11% de la production totale d'électricité. S'agissant du réseau de transport, pour avoir été mis en relation avec la délégation Est de RTE, je veux évoquer le choix des lieux d'implantation des infrastructures, notamment des postes sources. Les investissements RTE vont conditionner le rythme du développement des énergies renouvelables. Vous venez de dire d'ailleurs avec force que la grosse part de l'investissement serait réservée au raccordement des champs éoliens offshore. Pouvez-vous nous préciser vos choix territoriaux et également y associer les décideurs locaux? Merci beaucoup. Monsieur Potier. Merci Monsieur le Président et merci à RTE pour cette documentation, pour cette pédagogie, pour cette aide au discernement politique. Moi j'ai une question technique dans la dynamique de la question de Stéphane Vogetta à l'instant. C'est avez-vous constaté, comme je l'ai remarqué dans le dialogue avec différents opérateurs, qu'il y a un manque aujourd'hui sur le plan réglementaire sur la question du stockage de l'hydrogène en souterrain sous différentes formes. Aujourd'hui, c'est une voie d'avenir. Évidemment, il n'y a pas de réglementation en termes de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez et vous avez quelque chose à nous dire? La question fondamentale politique posée ce matin, elle a été posée par notre collègue écologiste. C'est que si dans la loi, nous n'avons pas l'occasion de fixer le mix, qui le fixera? Vous dites que ce n'est pas vous, évidemment, mais pour le Parlement, il faut qu'il y ait un acte politique et qu'on puisse le poser. Et je m'inquiète. Je m'inquiète notamment sur l'absence d'objectifs chiffrés et quantitatifs en matière d'ENR, qui vient ruiner l'effort de planification que nous avions esquissé maladroitement dans la loi ENR. Que pensez-vous de ce dilemme? Merci. Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du directoire de RTE, vous avez lancé un appel d'offres pour l'effacement de consommation d'électricité afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie. Quels impacts attendez-vous de cette initiative sur la gestion de la demande et la stabilité du réseau électrique français? Et deuxième question, ça a été précisé, avec les prévisions d'investissement de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2040 ou 2045, vous l'avez précisé et affiné, de développement électrique, quelle est votre vision pour l'intégration des énergies renouvelables et surtout la modernisation du réseau et comment ces investissements doivent-ils façonner l'avenir énergétique de la France? Je vous remercie. Merci. Madame Morel.
Merci Monsieur le Président. Merci également Monsieur le Président du directoire de RTE pour cet exposé et ces projections. Et ça me permet de saluer le travail de vos équipes pour la qualité des travaux qui éclairent notre présentation nationale. L'an dernier, avec la Commission des affaires économiques, on a eu l'occasion de visiter l'un de vos sites. Et c'était, si mes souvenirs sont bons, quelques semaines avant le début de l'hiver. On parlait beaucoup et on avait la crainte d'un certain nombre de délestages. Toute une organisation avait été mise sur pied en lien avec les exécutifs locaux également. Fort heureusement, on n'en est pas arrivé là, mais moi, ma question, elle est assez simple. Quel bilan tirez-vous de cette période? Si nouvelle crise il devait y avoir, eh bien, que feriez-vous de manière identique? Quel changement éventuel pourrait-il y avoir? Et plus globalement, pouvons-nous collectivement nous améliorer? Je dis nous parce que c'est bien évidemment le public et vos équipes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'intéressera à la question de la sécurité d'approvisionnement, puisque finalement, c'est in fine ce qui détermine l'équilibre des prix. Vous êtes très rassurant à court terme, du fait notamment de la baisse de la vitesse de la croissance de la consommation électrique, si je résume un petit peu ce que je comprends de vos propos. Et puis, sur le moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 2030, ça me semble tout d'un coup plus flou, notamment sur la question des moyens thermiques d'hyperpointe, où vous espérez pouvoir vous en passer, mais en même temps, on prévoit d'en construire de nouveaux. C'est assez flou pour moi. Et surtout, la principale question, c'est qu'est-ce qu'on fait si, dans le court terme, la consommation électrique croît plus vite que vous ne le prévoyez? Vous pariez quand même sur une croissance de la consommation électrique qui soit plutôt plate dans les toutes prochaines années. Si cette croissance est plus rapide, comment on tient? Merci. Monsieur Tanguy. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, quelques exemples du fait que vous continuez à faire de la politique et à commettre les mêmes erreurs que vous avez fait par le passé. Le point 10, le collègue vient d'en parler. Vous titrez « L'extrême pointe ne nécessite pas la construction de nouvelles centrales fossiles ». Ce genre de titre permet au gouvernement de raconter n'importe quoi à certaines forces politiques. Dans le détail, par contre, on apprend en fait que si, ce serait quand même peut-être plus prudent de faire des centrales thermiques de pointe. Et donc, le contenu contredit le titre. Deuxième exemple, vous faites de la politique quand sur le marché européen, vous dites que certaines forces politiques, personne ne le demande d'ailleurs, ni nous, ni la NUPES, de sortir du marché européen. Et vous dites c'est présenté comme une solution simple à un problème complexe. Vous faites de la politique et ensuite vous vous alignez sur la pseudo-réforme du marché proposée par M. Macron et vous n'étudiez pas les autres scénarios, y compris les vrais scénarios de l'opposition et pas le mensonge que vous mettez dans votre paragraphe. Donc vous faites de la politique en prétendant faire de l'expertise. Troisième point, vous dites il n'y a pas de risque, on peut continuer à réindustrialiser. Enfin, le projet du gouvernement de réindustrialiser est possible et il n'y a pas à s'inquiéter pour la production électrique. Sauf qu'en fait, vous prenez un projet d'industrialisation qui est très faible. Et donc, comme l'a dit le collègue précédent, s'il y a plus d'industrie, il n'y a pas d'électricité. Merci, Monsieur Delépinot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question concerne la recherche et le développement au sein de RTE. On a parlé des renouvelables, vous allez investir dans ce domaine. Est-ce que vous travaillez sur la question du stockage de l'énergie, puisque la difficulté des ENR, c'est le pilotage, on le sait tous. Et deuxième question, la géothermie est l'angle mort de la loi d'accélération des ENR. Est-ce que RTE travaille sur le sujet dans l'idée d'une modération de consommation électrique pour dissocier l'usage de l'électricité pour l'éclairage et les systèmes de l'utilisation de l'énergie électrique pour le rafraîchissement et le chauffage des bâtiments? Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Engrand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, il y a quelques mois, vous affirmiez au journal L'Express qu'il fallait absolument réformer le marché européen de l'électricité afin de décorréler le prix de l'électricité sur celui du gaz. Cette anomalie, ce sont vos mots, qui grèvent artificiellement les factures des Français et les empêchent de bénéficier d'une électricité proche de ses coûts de production, a fait depuis l'objet de négociations entre l'État français et les États membres de l'Union européenne. Suite à quoi les techniciens de l'UE ont accouché d'un nouveau système dont le seul nom révèle la complexité. Les contrats d'écart compensatoires bidirectionnels à un prix fixé autour de 70 €, si l'on en croit le gouvernement. J'aurais aimé connaître votre position à ce sujet, notamment concernant les avantages et les inconvénients qu'il présente à vos yeux par rapport à une désindexation pure et simple du coût de l'électricité sur le prix du gaz. Merci. Merci. Madame Lernos.
Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour rappeler à Monsieur Tanguy, puisque je faisais partie de la commission d'enquête, qu'ils ont répété à plusieurs reprises la nécessité de sortir du marché de l'électricité européen et que cela faisait du tort à la filière française. Donc vous avez raison dans vos scénarios de tordre le cou aux idées reçues simplistes et populistes. Moi, dans le prolongement de la question de M. Schellenberger, lors des groupes de travail sur la loi de programmation énergie-climat, la question de la sécurité d'approvisionnement énergétique à 2030-2035, à quel moment vous dites et vous tirez la sonnette d'alarme pour dire ça ne boucle pas, et notamment est-ce que vous avez inclus tous les usages, notamment sur l'aviation et la décarbonation de l'aviation dans la nécessité d'augmenter la production et donc la consommation et pas de la compétitivité du nouveau nucléaire dans les scénarios. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions individuelles? Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre et conclure. Ça marche. Merci. Alors, écoutez, on va essayer de répondre avec Thomas. Monsieur Maisonnet, vous nous avez interpellé sur est-ce qu'un monde dans lequel il y aurait moins d'énergie renouvelable coûterait moins cher en réseau? C'était votre question. La réponse est oui, on l'a écrit. Les scénarios qui tendent vers 100% renouvelable déplacent des coûts de la production vers les réseaux parce que par définition, les productions d'énergie renouvelable sont moins concentrées. Les écarts ne sont pas du simple au double, mais oui, ça joue. Une centrale nucléaire d'1,6 ou d'1,7 gigawatts, c'est une unité de production qui est concentrée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être monotechnologie? Je crois que je me suis fait comprendre, je le redis. Le paramètre central de notre transition, c'est le temps. Quel moyen de production d'électricité nouvelle la engager vers la neutralité carbone en 2100 ou en 2150? Peut-être qu'on se poserait les questions complètement différemment. Mais en l'occurrence, nous devons être neutres en carbone en 2050 avec un point dur à franchir en 2030. Voilà. Et pour le détail des comparaisons des coûts réseau entre ces différentes variantes, je vous renvoie au chapitre de futur énergétique. Alors, sur la consommation, M. Pilato, etc., donc, et d'autres nous ont interpellés sur est-ce que 30% de consommation, c'est trop élevé? M. Schellenberger a dit, mais si d'aventure on consommait encore plus que ce que vous dessinez, bon, c'est la raison pour laquelle on fait plusieurs scénarios de consommation. Et à chaque fois, donc, on met en face de la production pour garantir la sécurité d'approvisionnement des Français. En toute hypothèse, ce que nous disons, c'est que pour piloter un système dans lequel il y aura plus de renouvelables, parce que même si le parc nucléaire revenait à 400 TWh par an, il faudrait que nous consommions plus d'électricité. Et si nous n'en consommons pas plus, ça veut dire qu'on ne se décarbone pas. Et donc, dans un monde où il faudrait plus d'énergie renouvelable, oui, il faut plus de flexibilité. Est-ce que nous sommes imprécis sur la manière dont nous discutons de la pointe, Monsieur Schellenberger? Je vous trouve dur, parce qu'en fait, non, nous sommes très précis sur les gigawatts dont nous avons besoin, y compris de moyens thermiques. Je laisserai Thomas. Nous avons même posé 3 conditions très claires, explicites, y compris dans notre conférence de presse. On a été interpellé sur le projet Golfe de Gascogne. C'est un projet qui est très structurant, 2 gigawatts entre la France et l'Espagne, qui fait l'objet d'un certain nombre d'oppositions qui ne sont pas radicales, mais c'est vrai que le projet fait l'objet d'une contestation devant les juridictions. Ce n'est pas le seul projet de RTE qui est contesté et qui sera contesté. Simplement, je le redis,
nous faisons nos meilleurs efforts, et c'est le cas pour ce projet Golfe de Gascogne, pour limiter l'impact de nos projets sur